j'ai fait 6 coupes de poids dans une année. Fait que c'est 6 fois où j'ai perdu 20 à 25 livres. Quand quelqu'un paraît mal, c'est que tu l'as fait paraître mal. Puis lui, moi, puis mon frère Louis, on se fout des patates pendant des rounds de fou, là. Mais man, c'était grueling. C'était très difficile, mais on en est sorti avec un 30-27. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle interview du Guillotine Podcast avec aujourd'hui invité exceptionnel, le plus grand pirate de la rive sud, mais aussi le plus grand featherweight canadien du moment, grand espoir, grand prospect, super combattant et gars super fun, Charles R. Jourdain. Comment vas-tu, Charles? Ça va bien, Arnaud. Merci beaucoup de me recevoir, man. J'apprécie énormément. Ben, merci à toi, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le podcast. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu as eu pas mal de choses qui se sont passées en 2022 et 2023. Au jour d'aujourd'hui, on est en juillet. C'est quoi l'activité pour Charles Jourdain? Est-ce qu'on peut espérer un combat cette année, un autre? Oui, c'est une première, je vais vous le dire ici. Je vais combattre le 23 septembre. Malheureusement, je ne peux pas encore divulguer l'adversaire parce qu'on vient de signer les papiers. C'est un Brésilien. Malheureusement, ce n'est pas celui que tout le monde espère. Ce ne sera pas le capitaine Barbosa. Mais non, mais c'est un très bon combattant brésilien chez les poids plumes. Un bon nom, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a gagné souvent contre des gars d'ici, des gars des States. C'est un très beau combattant. Puis, ouais, fait que c'est ça. Le 23 septembre, ça va être le prochain combat. Souvent, on pense qu'on prend des vacances après les combats. Il y en a que oui, mais moi, si je ne m'entraîne pas, je vais en dépression. Je fais ça depuis tellement longtemps que moi, mon mode de vie parfait, même si j'étais, mettons, millionnaire, je ferais la même chose. Je me réveille, je vais au gym, je reviens, je mange, je dors. Je retourne au gym, je mange, je dors. Pour moi, c'est la vie de rêve que je vis en ce moment. Fait que je suis pas off. Je suis en meilleure forme que j'ai jamais été en ce moment. Mais justement, j'ai une question par rapport à la régularité de tes combats. Et j'ai entendu chez MMA Talk que lors de ton combat contre Nathaniel Wood, ton corps était un peu fatigué et que physiquement, c'était un combat qui était un peu dur pour toi. Et justement, tu t'es combattu environ un mois et demi après contre Shane Burgos, où justement, tu nous avais fait une performance de fou. Et beaucoup de fans encore se rappellent de ce troisième round de folie. Ouais. Tu disais que tu étais un peu fatigué, puis ça a été difficile, surtout dans le domaine de la lutte contre toi, qui est un domaine qui requiert énormément de gas tank, évidemment, dans la cage. Est-ce que tu penses que c'était peut-être un peu trop tôt? Est-ce que tu regrettes d'avoir pris ce combat? Ou alors, avec le recul, tu prends une leçon qui est peut-être j'aurais dû attendre un peu? Comment tu te ressens par rapport à ça? Exactement, tu le dis. Quand on peut pas vivre avec des regrets quand on essaye. Je peux pas regretter d'avoir tenté ma chance. Je pense que le regret vient quand on n'essaye pas puis on n'apprend rien. Fait que non, je tire du positif de ça. Voilà pourquoi je prends du temps maintenant entre les combats. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai fait 6 coupes de poids dans une année. Fait que c'est 6 fois où j'ai perdu 20 à 25 livres très rapidement, dont le combat qui était supposé arriver avec Topuria, même si le combat n'a pas eu lieu, j'ai quand même à 5 jours d'avis, je suis monté c'était où déjà? C'était en Californie. Je suis monté en Californie, j'ai fait le poids, tout ça pour me faire dire non, finalement, ça ne marchera pas. Ah, finalement, on a Lando Vannata dans quelques semaines. Après, le Vannata, vu que c'était une victoire expéditive, mais même si j'étais magané du camp d'entraînement, là, OK, on se bat contre Burgos. Là, après ça, Burgos, close decision. C'était comme mon entrée dans le top 15. Puis là, aux yeux de plusieurs, je me suis fait voler, entre guillemets, mais c'est la vie, on continue. Puis là, je voulais me battre à UFC Paris un mois et demi plus tard. Puis là, à un moment donné, dans le fond, quand on fait le concept de réhydrate, c'est que je pars à peu près de 160, je descends à 145, qui est quand même une coupe importante. Puis d'habitude, je me réhydrate. Je pars de 165, je descends, je perds les 20 livres durant la semaine et j'arrive à 145 et je remonte. Ce qui est arrivé, c'est que mon corps, il me dit « fuck you ». Je suis écœuré que tu me fasses ça. Fait que j'ai descendu à 145 en 24 heures de réhydrate, que d'habitude, je remonte à peu près à 160.
j'étais remonté à 147. Fait que j'avais pris 2 livres en 24 heures. À chaque fois que j'essayais de manger quelque chose, je vomissais. Mon corps était shot. Fait que techniquement, je me suis battu au poids que j'ai fait, 1 livre et quelques de plus. Puis j'étais défoncé, physiquement, mentalement. Puis j'étais juste, normal, fuck it. Puis j'ai regardé le fight 1 ou 2 fois. J'aime pas regarder des combats comme ça. Mais c'est un très bon combat. Mais malgré les échanges au sol, même si j'étais vraiment pas en shape, même si j'étais magané, j'ai fight. Fait que, mais ouais, ça l'a fait mal, ça. Mais quand ça fait mal, ben, tu t'assois, tu regardes, tu apprends, tu t'assures de ne pas faire la même erreur 2 fois. Tu fais une préparation adéquate avec du temps adéquat. Puis regarde, j'ai fait un 30-27 contre un spécialiste, c'est en Kron Gracie, parce que j'ai pris le temps. Puis je pense, avec le type de camp d'entraînement et le type de performance que j'ai fait, je regarde le top 15, puis c'est très accessible si je me penche plus sur la victoire que sur le spectacle. Fait que je suis très content de l'opportunité que UFC me donne avec le prochain adversaire pour ensuite, ça, viser le top 15. Puis je regarde les gars, puis je suis comme, I can beat them. Peut-être que je peux pas faire le plus gros show, but I can beat them. Mais c'est super intéressant ce que tu me dis parce que ça enchaîne sur les questions suivantes. J'ai envie de parler vite fait de ta performance de Gracie, mais pas de la performance en elle-même, parce que moi, je trouve que personnellement, tu as fait absolument ce qu'il fallait faire, garder une bonne posture, pas te rapprocher de lui, parce que évidemment, en MMA au sol, tu veux garder les gars proches de toi pour tenter des soumissions, etc. Toi, tu as travaillé comme un cochon pour garder ta posture, le garder au sol et garder ses épaules vraiment bloquées. Et ça a été beaucoup de travail. Et ce qui a peut-être été un petit peu frustrant pour toi, je te le demande si ça l'a été, c'est qu'il y a eu un sentiment général de bon bah au final Gracie a fait une piètre performance et peut-être que toi ton travail, ta discipline, ta patience dans ce combat a pas été vraiment mise en avant. Et comme tu le dis, je trouve que tu mûris beaucoup là-dessus. C'est que tu vas chercher la victoire avant d'aller chercher la performance. Comment tu te sens par rapport à ce que j'ai dit, le fait que les gens aient un peu trop mis en avant peut-être la performance de Gracie par rapport à la tienne, pardon. C'est bien correct, parce que quand quelqu'un paraît mal, c'est que tu l'as fait paraître mal. Parce que c'était pas... c'est comme des fois, les gars mettent des vidéos contre un punching bag, puis le monde sont impressionnés, mais c'est comme, fuck, le sac est pas revenu. Le sac t'a pas frappé. Fait que dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que Kron essayait de faire, en anglais on dit nullify, c'est que j'empêchais toutes ces transitions. Quand il faisait ses pull guards, je bloquais les hanches. Therefore, ça bloque les épaules. Quand tu fais du jiu-jitsu, on se demande comment un petit gars peut te tenir un gros gars au sol. C'est juste la façon que je vais bloquer tes hanches ou bloquer tes épaules si je suis en side control. Fait que j'étais tout le temps capable de bloquer tout son hip movement. Puis sans tes hanches, tu peux pas attaquer tes armbars, tu peux pas attaquer tes triangles, tu peux pas attaquer tes kimura. Donc, Kron a mal paru à cause de moi. Et puis s'il y a des gens qui veulent mettre plus l'emphase sur le fait que le style de Gracie est outdated, je veux juste vous rappeler qu'il détient une victoire contre un homme qui est dans le top 15 en ce moment, puis un combat très rapproché avec très durement discipliné avec Cobb, qui était quand même à la fin de sa carrière, mais dans un bon pic. Puis il a fait un Fight of the Night avec Kron, puis c'est ça, il a battu Alex Caceres qui était un top 15. Fait que les gens qui disent « Ah, il est pas bon », je dis « Man, il y a eu 3 fights extrêmement difficiles pour un gars qui a si peu d'expérience en MMA. » Puis c'est ça, quand j'ai su que j'étais matché contre lui, tu as la crainte, est-ce que dans ces 3 années-là ou 2 années qu'il n'était pas là, il s'est super amélioré ou il va essayer de faire la même chose? Fait que là, c'est là que tu dois arriver avec un mindset de faut que je me prépare pour les deux. Parce que si dans ces, encore une fois, 2-3 années-là, il a augmenté sa boxe, il a augmenté ses takedowns, il a augmenté ci, il a augmenté ça, mais après ça, je me dis, il est vieux. Les vieux, souvent, tu sais, il y a un slogan en anglais, c'est Can't teach an old dog new tricks. On ne peut pas apprendre des nouveaux trucs à un vieux chien parce qu'il a vécu sa vie comme d'une certaine manière. Fait que c'est pour ça que j'étais pas très craintif sur à quel point il avait amélioré son game. Même si pour de vrai, l'entraînement, ça a été le camp le plus difficile de ma vie. On faisait venir des gars de
du B-Team, là, il s'appelle Pierre-Olivier Leclerc. Lui, il s'entraîne avec... avant, c'était le Danaher Death Squad qu'il appelait là, à New Il est York. bien connu à Ouais. Montréal, Pierrot, et puis même dans le monde du Jiu-Jitsu, oui. Un monstre, man. Il y avait lui, il y avait Matteo Vogel qui fait justement ses débuts à Contender Series dans pas long pour une chance d'être à l'UFC. 3 fois champion BFL, c'est le numéro 1 poids plume en ce moment au Canada. Donc lui, il vient à tous les lundis, même j'ai encore des scratchs. Il est venu lundi, puis lui, moi, puis mon frère Louis, on se fout des patates pendant des rounds de fou. Là. Puis, mais c'est ça, j'avais tout le temps ces gars-là qui commençaient, puis j'avais tout le temps des handicaps. Genre, hey, tu commences avec mon dos. Après ça, toi, tu as les petits gants, moi, j'ai les gros gants. C'est difficile de défaire les échanges avec des gros gants. Fait que le training camp, pour vrai, là, j'en avais marre, man. J'étais plus capable. C'était tellement dur. Puis là, boum, 30-27. Fait que là, ça ouvre les yeux sur le training. Il est horrible. Tu sais, souvent, il y a des gars, je fais une petite parenthèse rapide, c'est des bees de gym. Les gars pètent tout le monde au gym. Lui, son but, c'est d'être le meilleur au gym. Parce que, puis lui, il veut rester dans ce gym-là. Il ne veut pas aller dans une place où il se fait challenger puis il se fait mettre dans des positions inconfortables, etc. Parce que lui, il veut être le king du gym. Puis tu arrives en performance, tu arrives en combat, ça ne marche plus. C'est facile d'être le bully dans un gym. Mais quand tu as des bons coachs qui te mettent dans des situations dures, terribles, c'est sûr qu'il y a une partie de toi qui déteste ça. Tu sais, des fois, je me levais, là, j'avais de la misère à me lever, j'avais les épaules, le cou, puis je suis comme, ça me tente pas aujourd'hui de commencer avec ces monstres-là dans mon dos, puis je dois me déprendre. Puis là, tu te fais choquer. Écoute, c'était rendu qu'il y avait même J'étais tellement fini, puis après ça, lui, il prend ton dos. Puis là, finalement, j'avais des blue belts. Tu sais, je suis une black belt, mais j'ai mis mon ego dehors parce que je pouvais avoir des blue belts dans mon dos qui commencent, s'il est capable de sunk in un choke, puis là, boum, je me fais choquer par un blue belt. Mais les gars, ils sont bons. Les gars, je leur enlève rien, mais quand même, ton ego, il faut que tu la laisses en dehors de la porte parce que ça va être extrêmement difficile. On te met dans des situations pour que tu sois... Pour que si ça l'arrive en fight, tu vas savoir quoi faire. Mais man, c'était grueling. C'était très difficile, mais on en est sorti avec un 30-27. Fait que toutes ces heures-là de souffrance ont valu la peine. J'avais regardé une de tes vidéos où tu parlais des gyms à Montréal et puis j'ai entendu aussi, il y a des bruits de couloir qui se font dans le monde du Jiu-Jitsu à Montréal, comme quoi c'est assez tough chez BTT, que ça peut être un vrai Shark Tank. Ouais. Et il s'avère que la division dans laquelle tu es au UFC est un vrai Shark Tank aussi. Mm-hmm. Même en dehors du classement, il y a des brutes, il y a des newcomers comme David Onama, Jack Shaw, Billy Q. Il y a plein, il y a du lourd et puis je parle même pas du classement. Hein, tout le monde il y a le Brésilien aussi, Joao Anderson ou quelque chose comme ça. Oui. Là. C'est un Brésilien qui est comme sur 3 first round finish, puis là, il veut se battre contre Danny Gay, etc. Non, il y a des monstres. Sérieusement, je pense 155 et 145, c'est des divisions très deep. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ben, c'est ça, je voulais juste faire la parenthèse avec toi sur le fait que c'est des divisions qui sont très deep, puis rentrer dans le classement, le monde dit « Ouais, mais c'est pas un top 15. » Man, c'est des monstres. Parce que peut-être que le gars, c'est pas un top 15, mais c'est un future top 15. Tu sais, quand je devais me battre contre Topuria, il était numéro 14. Puis là, regarde ce qu'ils viennent de faire à Emmett. Ouais. Fait qu'il faut arrêter de juste regarder le chiffre. C'est cool, arriver dans le ranking, c'est le fun. Parce que là, maintenant, tu as de quoi à défendre. Tu as comme le petit numéro à côté de ton nom qui fait comme « Wow, man, je suis dans le top 15 du monde. » Mais après ça, tu deviens avec une cible sur ton dos. Fait que ça rend ça encore plus excitant. Ok, ben regarde, tu as répondu à la question avant que je la pose, c'est bien correct. On va continuer avec une autre question un petit peu plus fun. Hein. Yes, sir. C'est un gars qui aime vivre plein de petites aventures aussi. J'ai entendu ça de ta part. Puis tu es un pirate. Hein, tu vas chercher l'or. Et comme tous les pirates, tu voyages. Tu as traversé la mer de Chine pour aller jusqu'en Corée, traversé l'Atlantique pour revenir dans l'État de New York. Après, tu as traversé toutes les plaines pour aller jusqu'à Vegas, retraverser l'Atlantique pour aller jusqu'à Paris. Mm-hmm. Quel a été l'endroit que tu as préféré pour te battre? Et si tu avais une destination de rêve pour te battre, un endroit, ça peut être un venue, un pays, une atmosphère, peu importe. Qu'est-ce qui te ferait rêver et pourquoi? La Corée, ça a été mon préféré. J'ai tout plein Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, tu sais. J'ai donné mes gants après un combat, j'ai donné mes shorts. Je donne tout le temps des trucs parce que pour moi, c'est un token. Puis je sais que la personne qui le reçoit va le chérir plus que moi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime énormément les possessions. Mais par contre, il y a une chose que j'ai gardée qui est dans un bac dans le garde-robe derrière là, puis j'ai jamais touché, c'est les gants de ma victoire en Corée et les shorts. C'était ma première victoire à l'UFC contre Duo Choi qui était un monstre.
Puis ça, j'ai jamais retouché. Le problème, c'est que ma carrière a vraiment sauté pendant le COVID. Fait que souvent, tu sais, on est allé à des places comme Fight Island, mais tu sais, même Dustin Poirier l'avait dit, c'est Prison Island. Tu sais, c'était génial. Tu te rends sur Etihad, dans un avion loué par l'UFC, first class. Tu sais, c'est des billets à 10 000 $ environ. Fait que tu sais, se rendre, c'était cool, mais rendu sur l'island, il n'y a rien de cool. Tu es dans ta chambre, puis à chaque matin, tu dois aller te faire tester, etc. Fait que, tu sais, on n'a pas réussi à enjoy Abu Dhabi à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Puis, Mais je te fait que, rassure, hein, les fans étaient déçus aussi, hein. Nous, le premier truc qu'on s'imaginait, c'était les films de Van Damme ou alors les ouais, B-movies des 80s et des 90s où on yes, était vraiment sur une île tropicale ouais. avec un ring avec de la paille autour, etc. Et puis, c'était absolument pas ça, quoi. On était Hmm. déçus, je te le rassure aussi. Ouais, ben c'est exact. Puis, ils ont bâti un petit dôme, puis tout, pour faire les combats. Ça, c'était cool. Quand tu arrives dans un petit dôme de même, je me suis senti un peu comme dans Baki. Pour les fans de manga, là, il y a comme le Tokyo Dome. Là, j'arrive, là, tu as un petit dôme, puis tu rentres là-dedans, puis il y a juste des journalistes qui te regardent, puis il n'y a pas de fans. Il y avait peut-être 20 fans dedans. Fait que, tu sais, il y avait de quoi de personnel. Fait que, tu sais, si, mettons, j'y vais en classement, c'est sûr que Vegas, c'est numéro 2. Vegas, il y a de quoi de fou à aller là-bas parce qu'après le fight, oublie ça, là, tu vas sur le strip, etc. Puis Vegas, c'est une place vraiment cool. Les gens sont cool. Je me suis battu 3 fois dans les États de New York, New Jersey, Newark, puis Long Island, qui était de la grosse merde. J'ai détesté chaque fois. Puis la commission athlétique de New York, elle demande des tests de plus. Fait que c'est tout le temps, mettons, un test, un scan cérébral, un test pour les yeux, un test ci, un test ça. Puis là, ça te coûte 1000 balles pour te battre là-bas. Puis ils rajoutent tout le temps des trucs fatigants. Sinon, c'est ça. Il y a Abu Dhabi, mais Vegas for me, ça reste le top avec la Corée. Fait que moi, mon dream, c'est sûr que ce serait le Japon. Il y a quelque chose de culturel d'extrêmement cool là-bas, que tu vois que c'est pas des pays. Puis vite, le fait d'avoir voyagé, tu te rends compte qu'on n'est pas le centre du monde. On pense que l'Amérique, tout le monde devrait être comme nous. Non, les gens, ils ont des valeurs familiales différentes, ils ont une culture différente, ils ne se laissent pas pousser par la victimisation. Tu ne peux pas arriver au Japon ou en Corée puis commencer à jouer à victime en espérant qu'on te donne une médaille comme ici. Ici, tu finis dernier à la course, puis on te donne une médaille, puis on dit que tu es bon, puis on fait un article sur toi dans El Couille Couille Journal. C'est fatigant. Fait que là-bas, man, on pousse le fait que les gens strive, les gens qui se donnent, les gens acceptent. Parce que d'accepter que tu es faible, c'est d'accepter que tu peux devenir plus fort. Fait que les gens sont beaucoup plus humbles, ils ont beaucoup plus d'humilité, puis c'est des cultures où on continue de récompenser l'effort. Puis c'est de quoi que je respecte beaucoup. Donc, un dream pour moi, ce serait de combattre Japon ou encore une fois en Corée. J'ai adoré la culture, j'ai adoré les gens, puis la bouffe. C'était une expérience incroyable. Autre question, un peu sur le côté un peu fun aussi, les partenariats avec toi Ouais. et l'UFC, ça marche bien en ce moment, j'ai l'impression, avec Howler Head, la marque de whisky aussi. Yes, sir. Tu sais, t'es parti à Vancouver avec Valentina pour faire des meet and greet avec les fans, Ouais. etc. Moi, j'ai l'impression que tu es récompensé niveau business un peu, pas seulement pour ce que tu apportes dans la cage, parce que je ne veux pas repasser là-dessus, tu es un fan favorite pour la façon dont tu te bats et les gens aiment regarder tes combats, mais aussi parce que tu es le fun sur les réseaux, tu es quelqu'un qui se prend pas au sérieux, beaucoup d'autodérision, etc. Est-ce que tu crois que c'est cette image que tu as renvoyée, est-ce que ça t'a aidé à aller chercher ces partenariats et puis ces petites sources de revenus supplémentaires, j'imagine, pour lequel un fighter ne peut pas refuser, quoi. Ouais. Oui, parce que le concept de la piraterie, que c'est quelque chose que votre rappeur français Booba, il parle beaucoup, c'est la liberté. Puis je ne vivrai pas avec des chaînes, d'essayer de me prendre trop au sérieux, puis de me dire, puis de tout le temps être sur mes réseaux, I will be a champion one day, I will... No one cares. OK? Le monde will only care quand tu vas devenir champion. Les gens vont te donner les props. Tu sais, t'auras la médaille, mais que ce soit le temps d'avoir la médaille. Fait que le concept de la piraterie, encore une fois, c'est la liberté. C'est le fait que je peux dire ce que je veux. Il y a des gens qui disent je peux pas dire ça parce que je vais perdre ma job. Ils vont appeler mon emploi. Essaye d'appeler Dana White pour lui dire que Charles, il est grossophobe. Je suis pas grossophobe. Si je te dis que t'es gros, t'es gros. Puis tu sais, si je dis que le ciel est bleu, il est bleu. Fait que tu sais, c'est pas. Faut arrêter encore une fois, c'est toutes mes speeches sur arrêtez de vous victimiser.
tout le monde s'en crisse. Tout le monde mange une grosse sandwich à la merde. Tout le monde est affecté par l'inflation. Tout le monde est affecté partout. Puis on pense qu'on est le personnage principal. Puis ouais, c'est comme une guerre de la victimisation. Ouais, moi, je suis victime parce que j'en ai rien à chier, man. Tout le monde fait de son mieux. Moi, j'ai build la vie que je voulais avec les choix que j'ai faits. Juste pour faire allusion, tu sais, dernière fois, j'avais eu une interview avec Megan Olivi à l'UFC. Puis elle disait, tu sais, à quel point c'est difficile d'être un combattant. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement difficile, mais c'est pas des difficultés de la vie. La difficulté de la vie, c'est ton gosse, il pogne une tumeur. Ça, c'est une difficulté de la vie. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est que la vie te rentre dedans. Puis il y a des gens là, qui ont des histoires, mon gars, là. Puis après ça, moi, tu me dis que je suis une victime parce que je me challenge à me lever tôt pour aller courir, pour aller me battre. Je fais ce que j'aime. Fait que toutes les difficultés que je fais face, je me les ai mis moi-même pour évoluer. Ouais, c'est question de choix, j'ai l'impression. Exactement. Ce que tu ne contrôles pas, c'est dur, c'est normal, mais est-ce que tu contrôles, tu peux le prendre entre tes propres mains. Bien dit. Puis là, il y a des gens qui vont s'arrêter puis dire à quel point ils sont une victime de leur propre choix. Mais c'était con, quoi. C'est toi qui as choisi de faire ça. C'est toi qui as choisi d'avoir 4 kids. Arrête de dire oui, c'est difficile. Mais c'est toi qui l'as fait. C'est pas le voisin. En tout cas, c'est le voisin, il y a un problème, fait un test d'ADN, là, mais tu vois ce que je veux dire? Je me permets de dire ce que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup d'accountability. Puis quand je dis quelque chose, que ce soit une bêtise ou peu importe, I own it. Ben, je pense que tu as fait le tour de la question. Yes, sir. J'en ai une dernière qui est encore plus fun. Tu parlais de ta vie, de ce que tu fais, etc. Et je vais aller très loin. Et ça va être une question qu'on t'a peut-être pas posée qui va te paraître weird, mais sachant que on est au Québec, je me demande comment tu vas vivre tes beaux jours, ta retraite. Est-ce que tu es plus camp de trappe, chasse à l'arc? Est-ce que tu es plus cabane au bord de l'eau et de la pêche? Ou alors, est-ce qu'en bon pirate, tu comptes finir ta vie dans une île des Caraïbes? C'est une excellente question. J'adore le froid. J'aime le froid, j'aime le bois. J'aime la nature énormément. Même si j'aime le paysage tropical parce que ça recharge tes batteries d'une façon différente. Fait que, ouais, je vais probablement avoir un condo en Thaïlande que je lèguerai à mes enfants, mais qui veulent vivre la piraterie. Mais je suis plus campagne, bois, puis j'aime le froid. Comme je dis, j'ai besoin de mon ice bath, j'ai besoin de me réveiller puis de me sentir challengé par notre climat québécois. Fait que un peu des deux. Merci encore, Charles. Bon. Puis bon training camp, j'imagine, puisque tu vas doucement y rentrer, vu qu'on est à... Moi, je le suis déjà. Allez, déjà en plein training camp. Bon courage, vu qu'apparemment, tu as travaillé comme un fou contre Kron, et puis j'imagine que ça va être le même grind contre ton prochain adversaire. Ouais, sans en dire trop, tu vois, ça sera pas ça va être grappling heavy, mais pas autant parce que c'est quelqu'un qui est très créatif au niveau du striking. Fait que ça va être un camp mixé avec de tout. Tu sais, je commencerai pas avec 6 black belts dans mon dos en même temps. Fait que ça va être un peu plus paisible pour moi. On va rester on va essayer de rester un peu plus debout pour celui-là. Merci à toi, Charles. On se reparle bientôt. Bye. Merci beaucoup, Arnaud. C'était un plaisir. Guillotine Podcast, allez suivre tout de suite. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.